Le 24 juin dernier, des centaines de migrants tentaient d'escalader la clôture de l'enclave espagnole de Melilla au Maroc. Sans surprise, la police de Melilla comme la police marocaine ne tarde pas à intervenir. Le bilan est lourd. On dénombre pas moins de 23 morts. S'il est difficile de savoir exactement comment s'est produit le drame, nous pouvons toutefois revenir sur la brève chronologie des faits dont nous sommes certains. Il semblerait que le 24 juin 2022, un groupe important de migrants ait tenté de forcer la frontière entre le Maroc et l'enclave espagnole de Melilla. Selon les témoins de la scène, il ne s'agit pas moins de 2000 hommes originaires d'Afrique subsaharienne qui décident conjointement de quitter leurs divers campements de fortune au Maroc afin de se diriger ensemble vers la clôture grillagée qui sert de frontière. On peut d'ores et déjà nuancer l'idée d'un passage pacifique. En effet, sur les vidéos qui ont été tournées le jour même, on peut voir que plusieurs des migrants sont armés de bâtons ou de pierres. Le poste frontière assiégé, celui de Barrio Chino, est réputé pour être le plus aisément franchissable. Arrivés au poste frontière, l'assaut est lancé. Bâton en main, les migrants tentent d'escalader le grillage ou même de le sectionner. Face à l'arrivée massive des clandestins, la police espagnole répond à coups de gaz lacrymogène et de flashball. Du côté marocain, la riposte s'avère plus violente et virulente. On peut entre autres voir, sur une vidéo réalisée par une ONG sur place, des militaires marocains frapper des hommes inconscients par terre, blessés dans leur chute ou asphyxiés dans les nombreuses bousculades qui ont lieu à ce moment-là. Étonnamment, aucun secours ne vient pour les sauver si tant est que cela soit possible. Il sera plus tard pointé du doigt le fait que, une fois l'assaut violent commencé, les renforts militaires et policiers arrivent plus vite que les secours qui tardent encore et encore. Finalement, le bilan de cette tentative d'un passage en force est désastreux. 23 migrants meurent et beaucoup de blessés. Parmi eux, des dizaines de policiers marocains. Pas moins de 130 clandestins sont parvenus à passer, bien que leur route vers le continent européen reste encore longue et incertaine. L'Espagne, fraîchement réconciliée avec le Maroc après des mois de tensions au sujet du Sahara occidental entre autres, tente d'éviter, sinon refuse toute polémique. Le seul responsable pointé du doigt dans cette affaire sont alors les mafias qui font le trafic d'êtres humains selon Pedro Sánchez, président du gouvernement espagnol. Toutefois, si le pouvoir politique ne cible que les mafias, il n'en demeure pas moins qu'un bref regard sur cette situation particulière met en lumière d'autres responsables, ou à défaut, d'autres facteurs explicatifs. En effet, et dans le cas présent, qu'il s'agisse de la situation géographique particulière des deux enclaves qui offrent un accès à une Europe forteresse, ou le jeu politique marocain comme espagnol, l'explication de ces tristes drames qui se répètent est avant tout une explication multifactorielle. En effet, si Ceuta et Melilla occupent le centre de l'attention pour beaucoup, c'est avant tout pour la situation très particulière de ces enclaves qui pousse à se demander s'il s'agit des dernières colonies ou de véritables villes espagnoles. Enfin, si les deux villes sont le théâtre de drames humanitaires à répétition, c'est avant tout parce qu'elles constituent la seule frontière terrestre entre l'Afrique, d'où viennent les migrants, et l'Europe, qui entend rester hermétique à une immigration illégale. Tout d'abord, revenons brièvement sur l'histoire de Ceuta et Melilla. Particulièrement méconnus des Espagnols, les deux enclaves sont le fruit d'une histoire particulière et les évolutions de leur contexte vont peu à peu attirer les convoitises, comme les mouvements migratoires. Pour faire bref, au XVe et XVIe siècle, les deux villes s'ajoutent à la couronne du Portugal pour Ceuta et d'Espagne pour Melilla. Ces conquêtes parachèvent la Reconquista qui met un terme au pouvoir musulman sur la péninsule ibérique. Ces villes, et plusieurs autres à l'époque, visent à être des zones tampons pour pallier le retour d'éventuelles attaques. C'est par un hasard dynastique que les deux villes passent ensuite sous le contrôle de la couronne d'Espagne. Au début du XIXe siècle, l'empire colonial espagnol n'est plus, mais Ceuta et Melilla restent dans le giron de la couronne. Soucieuse de redorer son blason, autant que faire se peut, l'Espagne participe à la mise en place du protectorat français dans un Maroc très affaibli en 1912. Ceuta et Melilla servent alors de port de débarquement de troupes, de matériel, mais aussi de civils qui s'installent dans les deux enclaves. C'est donc à cette époque que commence l'installation d'une importante population espagnole dans les deux enclaves, qui appartiennent toutefois à l'Espagne depuis plusieurs siècles. De cette histoire particulière découle une population cosmopolite, bien plus désireuse d'harmonie que d'indépendance ou d'un rattachement avec le Maroc, mais nous y reviendrons. En effet, aux Espagnols installés sur place aux côtés des Marocains venus s'installer avec l'instauration du protectorat, s'ajoutent également à partir de 1863 les Juifs originaires d'Espagne, qui fuient les persécutions espagnoles en 1492, mais qui ont conservé l'usage de la langue au sein de leur communauté.
À partir de 1905 vient s'installer une communauté, peu nombreuse, d'hindous qui souhaitent quitter Gibraltar afin de commercer. Si ces deux territoires sont dans un premier temps relativement oubliés, il n'en demeure pas moins qu'ils font partie intégrante de la couronne d'Espagne, comme le rappelle la Constitution de 1978. Avec le statut de port franc dont elles disposent, les deux enclaves ont également pu se développer et permettre un certain essor. Ceuta et Melilla vont connaître un nouveau take-off avec l'entrée de l'Espagne dans l'Union européenne, et ce ne sera pas sans conséquence pour l'immigration. En entrant dans l'Union européenne en 1986, l'Espagne n'entre pas seule et ce territoire autonome de souveraineté espagnole intègre également l'ensemble communautaire. Néanmoins, soulignons ici que, pour intégrer la communauté, des aménagements ont dû être faits, comme par exemple une adaptation du régime spécial de Port-Franc. Par extension, Ceuta et Melilla sont exclus de l'union douanière, tout comme de la PAC. Autre spécificité de ces enclaves, elles sont toutes deux exonérées de TVA, mais bénéficient quand même de fonds européens qui assurent un rôle primordial dans le développement de celles-ci. La deuxième étape du changement apparaît en 1991 lorsque l'Espagne adhère aux accords de Schengen. En effet, désormais, l'Espagne se trouve dotée d'une frontière qui est à l'extérieur de l'Europe et même la seule frontière européenne qui se situe en Afrique. Afin de ne pas briser les liens existants de longue date, Ceuta et Melilla sont accessibles par dérogation aux Marocains résidant dans la région de Tanger, et ce, sans visa. Voulu pour conserver et protéger un petit commerce frontalier entre l'enclave et l'Hinterland, cette opportunité dérogatoire verra très vite naître un commerce de contrebande qui s'explique par le différentiel de développement sans cesse plus important entre les enclaves et le Maroc. Le gouffre économique qui ne cesse de se creuser entre l'Espagne et le royaume chérifien n'a pas manqué d'attirer les convoitises et a motivé bon nombre de Marocains à s'installer légalement ou non dans les deux enclaves afin de pouvoir travailler ou gagner l'Espagne. Dès la fin des années 90, ce sont les populations subsahariennes qui emboîtent le pas aux populations marocaines, si bien que l'on estime actuellement environ 50 000 le nombre de clandestins annuels qui tentent de pénétrer à Ceuta et Melilla. Évidemment, l'Union européenne n'a pas tardé à réagir. Conformément à cette célèbre logique d'Europe forteresse, l'UE, face à la pression migratoire, a consacré d'importants moyens dans le but de renforcer la frontière terrestre. Ainsi sont apparus des postes de garde renforcés, une double enceinte grillagée, relevée depuis 1995 de 6 mètres, ou encore un système de pointe de surveillance radar et de caméras infrarouges. Malgré tous ces dispositifs, les migrants continuent malgré tout à s'entasser autour des deux villes et sont parfois, sinon souvent, utilisés comme un outil de chantage. Maintenant que nous connaissons les raisons de l'existence de ces enclaves au Maroc, et que nous connaissons la raison pour laquelle les migrants souhaitent rejoindre Ceuta et Melilla, il est intéressant de regarder comment ces derniers sont utilisés à des fins politiques. En 1956, le Maroc retrouve son indépendance. Le gouvernement de la République française confirme solennellement la reconnaissance de l'indépendance du Maroc. Toutefois, Ceuta et Melilla demeurent espagnoles puisqu'elles appartenaient à l'Espagne avant la mise sous tutelle du royaume chérifien. En revanche, il ne faudra pas attendre longtemps pour que le Maroc adopte une politique extérieure qui se donne pour objectif la récupération de tous les territoires qui constituent l'espace marocain, c'est-à-dire Tarfia en 1958, les colonies espagnoles définies en 1969, etc. Seul le Sahara occidental n'a toujours pas de statut définitif malgré l'occupation marocaine de 1975, à la suite de la marche verte qui provoquera le départ des Espagnols. C'est aussi une marche sainte. Du moins, c'est ce qu'on leur a dit aux Marocains quand on leur a demandé d'aller récupérer les arpents de sable colonisés par l'Espagne, le Sahara occidental, au cours d'une marche sans précédent dans l'histoire moderne. En 1961, le Maroc, soutenu par une coalition de pays arabes et par l'URSS, porte ses revendications sur les deux enclaves devant l'Assemblée générale des Nations unies. Stratégiquement, le roi Hassan II va jusqu'à soutenir la volonté espagnole d'un retour de Gibraltar dans le giron national pour appuyer sa propre revendication. En effet, depuis maintenant presque 50 ans, le Sahara occidental reste un sujet tabou dans le royaume et l'occupation marocaine demeure. Dans ce dossier, le Maroc n'hésite pas à faire pression sur l'Espagne en usant de la revendication concernant Ceuta et Melilla. En effet, après le soutien de Washington, mais aussi celui de la France, le royaume entend faire valider son projet d'autonomie régionale de la province du Sud à l'ancienne puissance coloniale qui en était la propriétaire, l'Espagne. Ce projet revient ni plus ni moins qu'à intégrer le Sahara occidental au territoire du royaume. Ceuta et Melilla, bien que qualifiés de survivance anachronique du colonialisme, s'avère aussi être une arme de pression politique sur l'Espagne et sur l'UE.
Si le Maroc a pu espérer durant un temps un renversement de la démocratie dans les enclaves pour favoriser son rattachement au royaume, le projet semble s'éloigner. Effectivement, la démographie s'est inversée et la population musulmane dans les enclaves est majoritaire. Toutefois, cette population ne souhaite pas le rattachement et semble même attachée à son hispanicité. Puisque la déstabilisation démographique n'a pas fonctionné, le Maroc s'appuie alors sur l'immigration, véritable bête noire des pays d'Europe et de l'Union européenne. On a pu se demander comment 2000 migrants, dans des camps séparés, ont pu se concerter pour tous se retrouver dans un seul bloc à la frontière avec pour objectif de la traversée de force. Si les mafias se chargent effectivement de faire rentrer les clandestins au Maroc, ces derniers s'installent de façon générale dans des camps de fortune éparpillés dans la forêt du mont Gourougou. Le 23 juin, une opération de ratissage débute afin de déloger les clandestins des forêts. S'ensuit alors des affrontements qui seront largement relayés par les médias. La manœuvre policière pousse les migrants à se réunir dans le but de forcer le passage au poste frontière. Nous pouvons souligner ici que ces camps de migrants font l'objet d'un harcèlement, dans une moindre envergure, assez régulièrement pour chauffer à blanc les clandestins. Ce n'est pas la première fois que ce genre de drame se produit. En effet, le 17 mai 2021, c'est 8000 clandestins, dont près d'1 millier de mineurs qui sont parvenus à passer, à la nage, la frontière de l'enclave de Ceuta. Le lendemain, 2700 d'entre eux étaient renvoyés au Maroc. Dans les deux cas, celui de Ceuta en mai 2021 et Melilla en 2022, la police marocaine n'intervient qu'au dernier moment, mais demeure passive dans un premier temps. Si le Maroc cherche à atteindre l'Espagne par la pression, on peut ici voir que les frontières de l'Espagne sont aussi celles de l'Union européenne. En effet, et comme le rappelle le journal Vanguardia, l'UE exprimait une totale solidarité avec l'Espagne et lui promettait son soutien, exigeant du Maroc qu'il remplisse ses engagements et limite le passage irrégulier des migrants. L'UE a notamment rappelé à Rabat que les frontières espagnoles étaient aussi des frontières européennes. Dans la situation présente, constatons toutefois que si l'Espagne et l'Union européenne sont victimes d'un chantage aux migrants de la part du Maroc, un chantage somme toute similaire à celui de Erdogan en Turquie, l'UE paye surtout le prix de sa politique migratoire qui repose sur l'externalisation du problème, déléguant aux pays autour, comme la Turquie, la Libye ou encore le Maroc, le soin de gérer les migrations au risque que cette situation ne se retourne contre elle. Ainsi, pour conclure, et compte tenu des facteurs que nous avons évoqués, ces drames sont appelés à se répéter dans un triste schéma de chantage politique et d'intérêts territoriaux. Si le statut singulier de Ceuta et Melilla ne trouvera pas une solution rapidement, on peut à défaut espérer que l'Union européenne prendra ses responsabilités et prendra elle-même en charge les flux migratoires qui l'effraient, mais qui offrent aussi l'opportunité aux États voisins d'exercer sur elle un chantage souvent immoral.